Dans cette vidéo Blender, nous allons voir comment faire rouler un cube dans l'univers 3D. Donc là, je commence avec une scène basique. Donc là, j'ai mon cube. Je vais le relever un petit peu. Donc j'appuie sur Shift barre espace et ensuite je choisis T pour afficher donc, le gizmo avec les trois manipulateurs de transformation donc, qui concernent donc, la translation avec les trois pointes, les trois flèches. La rotation avec les cercles, donc X, Y et Z, donc rouge, vert, bleu. Et pour terminer, les petits cubes ici que l'on voit là, qui vont me servir pour faire du scale. Donc vous utiliserez la méthode que vous voulez, G, X, G, Y, G, Z, R et S, et ainsi de suite. Moi j'utilise cette méthode parce qu'elle est beaucoup plus visuelle, elle est beaucoup plus pratique. Vous allez voir que dans le futur, ceux qui utilisent les raccourcis G, R et S, bah, vous êtes peut-être confrontés à des petites problématiques, en tout cas qui vont vous casser un petit peu les pieds. Après, le but c'est de pouvoir manipuler les objets dans l'espace. Voilà. Donc là je me place en vue orthographique. Je vais monter le cube légèrement comme ça, pour le placer au-dessus du sol virtuel, du plan de travail de Blender. Alors ça c'est la méthode un petit peu à l'œil. N'oubliez pas que nous sommes dans l'industrie du divertissement. Le but c'est de faire croire quelque chose et la précision, ce n'est pas vraiment ce qu'on cherche. Sinon vous pouvez venir sur l'onglet Item et là mettre de manière précise Z égale 1. Puisque en fait, le cube il fait 2 mètres de hauteur. Donc la moitié c'est 1. Et donc si je place la location, donc le canal location en 1, hop, là ce sera beaucoup plus précis. Donc vous faites comme vous voulez. Donc moi je l'ai placé à 1, voilà c'est bon, c'est fait. Ensuite pour ceux qui veulent un repère visuel pour le sol, donc on va appuyer sur Shift A, Mesh, Cube, et je vais donc augmenter la taille du sol en longueur et en largeur. Puis je le baisse. Donc là, pareil, je vais pouvoir placer le sol en -1. Par exemple, on peut faire comme ça. Donc, une fois que le sol est placé, je fais un double-clic dans l'outliner et je tape sol pour le renommer. Donc prenez bien cette habitude de renommer vos éléments. Pour que les objets dans la scène ne me gênent pas, par exemple la caméra et la lumière, donc je les sélectionne toutes les deux, j'appuie sur la touche H, et le sol, je vais le bloquer tout de suite pour éviter de le sélectionner ou de le déplacer durant les opérations. Parce que ça va très vite, hein, on peut sélectionner des choses, etc. Donc pour ça, je vais dans l'outliner, je regarde en haut à gauche, j'utilise l'entonnoir qui me sert de filtre, je clique dessus, et ensuite je vais cocher la case avec la flèche de sélection. Donc en faisant ça, maintenant apparaît dans l'outliner une colonne avec les flèches. Et pour le sol, donc là je prends l'intersection et je vais décocher la case. De cette manière, le sol n'est plus sélectionnable. Donc n'hésitez pas à faire ce genre de choses lorsque vous avez trop d'éléments et que vous ne voulez pas sélectionner des choses qui doivent être bloquées. Donc maintenant là, j'ai mon cube qui est disponible. Bon, ok, je l'ai sélectionné. Maintenant, si je le fais se tourner sur lui-même, je m'aperçois qu'il y a quelque chose de très désagréable. C'est que là, j'ai la pointe, le coin du cube qui rentre dans le sol. Pour faire un cube qui roule sur le sol, ça va pas être simple, hein, cette histoire. Donc, et en plus, donc là, non seulement je fais tourner, mais il reste sur place. Pourquoi? Parce que chaque élément dans Blender, chaque objet a ce qu'on appelle un point de pivot, ou une origine. On le trouve ici là, dans l'onglet Tool, Options, Transform, Affect Only, Origins. Donc l'origine, qu'est-ce que c'est? L'origine, c'est un élément unitaire, un élément, il y en a au moins un, et au plus un par objet. C'est ce qui va nous permettre de visualiser déjà le gizmo pour manipuler un objet. Donc là, ici, il est là, hein, le point de pivot.
l'origine est au centre du cube. Alors, par défaut, ce n'est pas vous qui choisissez l'emplacement du point de pivot. Par contre, vous pouvez le déplacer. Donc, vous sélectionnez l'objet, onglet Tool, vous cochez la case Origins, et là, on va pouvoir déplacer ce point de pivot. Et attention, ça c'est l'erreur classique après, n'oubliez pas de redécocher la case Origins. Donc là, pour dire qu'on a terminé. Et à partir de là, donc, on va pouvoir faire tourner le cube à partir de cette origine, ou faire un scale. Donc, je vais faire une déformation à partir de ce nouveau repère. Voilà. Alors, évidemment, ce qu'on pourrait faire, c'est sélectionner l'origine, déplacer l'origine et la placer dans le coin inférieur, ici, là, pour faire tourner le cube de cette manière. Donc ça, on ne pourra le faire malheureusement qu'une seule fois. Le problème avec l'origine, c'est que une origine se place une seule fois et durant le processus d'animation, on ne peut pas manipuler l'origine. Donc l'origine, le point de pivot d'un objet, c'est très particulier. Hein. C'est vraiment un élément unitaire. Il y en a au moins un, au plus un, et il ne se place qu'une seule fois au départ. Si vous faites des modifications de l'emplacement, après, il va y avoir des problèmes. Donc ça, ne le faites pas. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais replacer... bon, je vais faire des CTRL Z. Hein. CTRL Z pour replacer le point de pivot au centre du cube. Et on va utiliser une autre méthode pour réaliser notre animation avec le cube qui roule sur le sol. Bon, c'est quoi cette technique? Bah, tout simplement, comme on ne peut pas rajouter de point de pivot, on va rajouter un autre objet en faisant un Shift plus A. Je viens sur c'est empty et là on va choisir soit plane axis ou arrows. Alors arrows est intéressant parce qu'il y a des flèches qui vont apparaître, alors que plane axis c'est plutôt un objet multidirectionnel qui va nous servir de repère. Alors déjà, c'est quoi un empty? Un empty est un objet qui va nous permettre de visualiser, de repérer, de manipuler des objets dans l'espace en fonction de certains besoins. Donc c'est un outil quand même assez pratique, mais vous l'utiliserez comme vous voulez. Sauf que nous, nous on va l'utiliser, je vais prendre un arrows. Donc, une fois que j'ai créé le empty, je le sors pour vous montrer un petit peu à quoi il ressemble. Voilà, il est là. Donc un empty, c'est un objet de type curve, c'est-à-dire qu'il y a des traits qui le composent. Et donc, grâce à son point de pivot qui est ici, il va nous indiquer où se trouve son centre pour pouvoir le manipuler. Et on va pouvoir le tourner, on va pouvoir le manipuler pour s'en servir dans notre exercice comme point de pivot supplémentaire. Donc en gros là, ce que je vais faire, donc je me place en orthographique, je sélectionne le empty, et ce que je cherche à faire, en fait, c'est de placer le empty en bas à droite dans le coin. Alors on pourrait le placer de manière approximative, mais moi je vais vous montrer une méthode pour le placer de manière précise. Donc pour le placer de manière précise, afin de bien le coller sur la tranche qui est ici, là, donc cette tranche en bas à droite, je vais utiliser le snap. Donc le snap, c'est un outil qui se trouve ici. Donc vous cliquez gauche dessus pour mettre en fond bleu, ça veut dire qu'il est actif, et quand il est en fond gris, il n'est plus actif. Et ensuite, je vais choisir avec le menu juste à côté, sur quoi est-ce que je veux snapper mon élément. Alors un snap, c'est ce qu'on appelle un système d'aimantation, un système pour placer un objet sur un autre de manière un petit peu plus précise, de manière quand même plus esthétique, en fonction de nos besoins. Là, comme je cherche à faire un aimantage et à faire un snap de mon empty sur l'edge d'un cube, je vais me mettre en mode edge. Donc je fais edge. Et de cette manière, donc, en revenant sur mon empty, si je clique gauche sur l'axe Y, c'est-à-dire l'axe qui est perpendiculaire au cube, en tout cas perpendiculaire à la tranche qui m'intéresse,
Donc, je fais un clic gauche, je maintiens enfoncé le clic gauche et je recule. Voilà. Et je regarde le pointeur de la souris. Et si je place le pointeur de la souris sur l'edge du cube, voici ce qui se passe. Je peux le mettre là, je peux le mettre là, ici, là, 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 voilà. Un petit peu partout. Entraînez-vous, regardez ce qui se passe. Donc en tout cas, là, j'ai reculé mon empty pour qu'il se colle sur l'edge. Et là, de cette manière, là, c'est beaucoup plus précis. Donc, au niveau du positionnement horizontal, maintenant, je vais faire la même chose au niveau vertical. Donc je fais un clic gauche sur la pointe bleue. Je maintiens enfoncé. Et comme le empty, il est en mode snap edge, dès que le pointeur de la souris va se poser sur une edge, voilà ce qui se passe. Clac. Donc là, j'ai placé de manière de manière précise, le empty sur cette edge. De cette manière-là, je suis sûr que c'est vraiment bien placé, c'est bien positionné, etc. Alors, est-ce qu'il y a besoin de le placer également sur l'axe rouge? Non, il n'y a pas besoin. Donc là, on a vu quelque chose de très particulier. On peut donc faire un snap en 2 étapes, d'abord horizontalement, puis verticalement. Est-ce qu'on aurait pu faire les deux en même temps? Oui, mais c'est très particulier. Donc pour les débutants, n'hésitez pas à faire ce genre d'opération, ou même toutes vos futures opérations par étapes. Une fois que vous serez habitué et que vous serez aguerri et que vous serez complètement à l'aise, vous pourrez faire les deux en même temps ou plusieurs opérations en même temps. Mais au départ, décomposer, essayez de comprendre un petit peu ce que vous faites pour maîtriser les objets et pour pouvoir les manipuler comme bon vous semble plus tard. Alors, donc maintenant que c'est bien placé là, au niveau du empty, là si je le déplace, donc déjà faites attention. Vous voyez que le snap est encore actif. Donc déjà, je vais désactiver le snap. Bon, c'est un petit peu comme l'origine. Hein. Quand on a terminé d'utiliser un outil, on le désactive. Selon les besoins. Mais généralement, on active un outil, on manipule notre objet, et quand on a terminé, on désactive l'outil. Donc là, si je déplace le empty, évidemment, il ne se passe rien. Parce que le cube, lui, fait sa vie, et le empty fait la sienne. Donc là, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un système de parentage pour faire en sorte que le cube suive le empty. Donc comment est-ce que ça se passe? Donc, pour créer un parentage, je vais vous donner une sorte de recette, le mode d'emploi. Donc je sélectionne d'abord l'enfant, en faisant un clic gauche dessus. Je maintiens la touche majuscule ou Shift enfoncé, et je vais faire un clic gauche sur l'objet parent. Voilà. Donc en gros, là je sélectionne d'abord le cube, et en dernier je sélectionne le empty. Et si on regarde bien, il y a un code couleur très particulier dans les sélections. Quand vous sélectionnez des objets, ceux-ci sont entourés par une espèce d'outline, un contour orange. Et ce qu'il faut bien retenir, c'est que l'objet qui est actif, il est en orange clair. Donc en gros, c'est le dernier sélectionné dans la liste. Donc là, il n'y en a que 2, c'est pour ça que pour l'instant, vous ne voyez peut-être pas de quoi je parle. Mais retenez bien ce principe. Donc, dans Blender, quand on fait des sélections, les contours sont orange, mais il y en a un qui est très particulier, c'est celui qui est entouré en orange clair. C'est l'élément qu'on appelle l'élément sélectionné actif. Et généralement, c'est le dernier. Donc je refais. Je sélectionne d'abord le cube, Shift-clic gauche, je sélectionne le empty, et c'est bon, je vais pouvoir faire le parentage. Alors, certains me posent la question, parfois, c'est ouais, mais est-ce que je peux faire la sélection dans l'outliner? Alors oui, on peut le faire dans l'outliner, mais attention, faites-le de la manière suivante. Donc là, je clique dans le vide pour désélectionner le tout. Je sélectionne d'abord le cube, et ensuite je fais CTRL, clic gauche. Dans l'outliner, c'est avec le CTRL. Dans le viewport, c'est avec le Shift. Faites très attention. Pourquoi? Alors très rapidement, parce que si je fais un Shift, par exemple, si je sélectionne la caméra et que je fais CTRL, clic gauche sur le sol, donc là on voit qu'il y a des bandes bleues qui montrent la sélection avec le contrôle.
Par contre, si j'utilise Shift, donc là je sélectionne d'abord la caméra, Shift clic gauche le sol, hop, là on voit que le système m'a sélectionné en fait des objets entre les deux. Donc il m'a fait une sélection d'intervalle. Donc attention, ça c'est le piège classique des débutants. Donc je répète, dans le viewport, donc le clic gauche, Shift clic gauche fonctionne très bien. Bon, par contre, on ne peut pas faire contrôle clic gauche. Le contrôle sert à faire une désélection. Par exemple, là, si je sélectionne plusieurs objets, si je fais contrôle, alors est-ce que ça marche? Non, c'est pas contrôle, désolé. Oula. Donc le contrôle, en tout cas, ne marche pas dans le viewport. Il fonctionne dans l'outliner. Donc faites très attention à ce truc-là. Ça fait partie des petits problèmes de gestion dans Blender. Bon, je vais pas plus en parler. Alors, on revient au paratage. Donc, je répète, clic gauche pour sélectionner l'enfant. Shift clic gauche pour sélectionner le parent. Ensuite, CTRL P. Le menu contextuel Set Parent to apparaît. Et je sélectionne Object. Clac. Donc en faisant ça, alors, comme ça, de première chose, visuellement, et il ne s'est pas passé grand chose. Sauf que dans l'outliner, là il s'est passé quelque chose. Donc on a le cube qui est passé en dessous du empty. Et en plus, il est légèrement décalé vers la droite. Donc c'est pour indiquer qu'il y a une hiérarchie qui s'est faite entre les deux objets. Par conséquent, si je sélectionne que le empty et que je le déplace, donc là on voit que le cube vient avec. Par contre, si je sélectionne le cube, il se déplace tout seul. Donc ce qu'il faut retenir dans une hiérarchie, c'est que l'objet le plus fort entraîne les objets dans sa hiérarchie les plus faibles. Et les objets les plus faibles, eh bien, ne peuvent pas remonter la hiérarchie pour manipuler les objets les plus forts. Sinon, on va commencer à entrer dans des trucs trop compliqués. Donc faites attention à ce truc-là, donc retenez bien la chose suivante, c'est qu'il existe une hiérarchie entre les objets qui sont parentés. Les objets qui sont les plus forts, c'est-à-dire le empty, comme il est plus fort que le cube, il entraîne le cube, mais le cube ne l'entraîne pas. Le cube s'entraîne tout seul. Bon. Donc là, comme j'ai placé le empty dans le coin du cube, sur la tranche, en bas, et que j'ai fait parentage, j'ai créé un deuxième point de pivot, une deuxième origine virtuelle. Bon, de toute façon, tout est virtuel. Hein. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que là, ça va me permettre de faire basculer et rouler le cube. Donc tout simplement, ce que je vais faire, c'est que je sélectionne bien ce empty. Dans la timeline, je me place sur la frame 1. Le placement est symbolisé par le curseur avec donc, un trait bleu et le numéro qui est indiqué à l'intérieur. Donc actuellement, on est sur la frame 1. Très bien. Donc là, je sélectionne bien mon empty, j'appuie sur la touche K. Et là, je vais placer une clé d'animation, donc soit en rotation seulement, ou alors en Location Rotation Scale. Bon là, pour les besoins de l'exercice, on va placer une clé d'animation partout, donc en Location Rotation Scale. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Donc en plaçant une clé d'animation en frame 1, si je viens sur l'onglet Item, je vois que les canaux sont passés en jaune. Le code jaune signifie que on vient de passer une clé d'animation afin de bloquer les valeurs pour la frame sur laquelle on est. C'est-à-dire en frame 1. Donc tout simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller un petit peu plus loin. Donc là, je fais des contrôles clic-molette avec le pointeur de la souris dans la zone de la timeline pour pouvoir manipuler donc, la timeline. Hein, avec le contrôle clic-molette, je vais pouvoir augmenter le zoom, dézoomer. Si je fais clic-molette tout court, je vais pouvoir déplacer la timeline. Voilà. Hop. Et je vise bien. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller en frame 20. Donc 20, c'est à peu près une seconde. Bon, je me place en frame 20. Et là, je vais réaliser donc, ma rotation. Pour avoir la nouvelle position. Donc pour faire la rotation, tout simplement, ce que je fais, donc je place d'abord le curseur de la timeline sur la frame 20.
Ensuite, je clique gauche, je maintiens enfoncé le cercle rouge de la rotation. Je bouge ensuite la souris et je regarde dans quel sens se déplace le cube dans le viewport jusqu'à obtenir le résultat désiré. Donc là, pour ceux qui veulent une rotation avec des crans, donc il faut maintenir le clic gauche enfoncé et appuyer sur la touche CTRL du clavier et maintenir la touche CTRL. Voilà, jusqu'à obtenir 90 degrés. Alors le 90, comment est-ce que je sais que c'est 90 ? Bah, vous regardez en haut du viewport, vous avez écrit la rotation égale donc moins 60. Ou alors vous regardez dans le canal rotation X, avec la cellule qui est en orange, on voit la valeur qui est en train de changer en fonction là, de mes rotations. Voilà, je mets à moins 90. Ah, sinon, ce que vous pouvez faire, vous pouvez cliquer gauche dans la zone. Je clique gauche au milieu, hop. Je mets la valeur que je veux, moins 45 par exemple, et voilà ce que ça me donne. Et j'appuie sur Entrée. Donc là, je mets moins 90, donc je peux mettre moins 90. Donc ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il y a plusieurs méthodes pour réaliser des opérations de transformation. Donc soit visuellement avec le gizmo, avec les manipulateurs de transformation, ou alors directement avec le canal correspondant, en entrant manuellement la valeur et en appuyant sur la touche Entrée. Alors attention, donc là, nous sommes sur la frame 20, et dans l'onglet Item, le fond des canaux ont changé. C'est passé en fond vert. Fond vert veut dire que, quelque part, on a déjà animé l'objet, et qu'il y a une clé d'animation sur le timeline, mais on n'est pas dessus. Donc là, ici, là, on est en frame 20, et je n'ai pas encore placé de clé d'animation, mais il y a une clé d'animation en frame 1. Voilà, ici, là, frame 1. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec ça ? Pour l'instant, on ne peut rien faire, mis à part bloquer des clés qu'on va faire quelques instants. Mais d'abord, je passe sur le code orange. Donc le code orange signifie que il y a eu une modification sur la frame 20 depuis la frame précédente, c'est-à-dire la frame 1. Donc il n'y a pas de clé avant. Il y a une clé en frame 1. Il n'y a pas de clé en 18, 16, 14, 10, 8, 7, 5, etc. Donc, mais il y a une clé en 1. Ça veut dire que depuis la dernière clé d'animation connue, il y a eu une modification. Et on lit généralement dans le sens chronologique, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et ainsi de suite, jusqu'à plus infini. Et donc Blender est en train de nous dire, attention, en fond orange, ça veut dire que le canal X a été modifié, mais ça n'a pas été enregistré. Donc regardez bien ce qui va se passer. Donc si je fais le malin et que je ne fais rien, et que je bouge le curseur de la timeline, voilà, je perds mon animation. Donc ça, c'est un principe très important en animation. Donc première chose, c'est que avant de déplacer un objet, je vérifie la frame sur laquelle je suis. Donc là, je vais en frame 20. Ensuite, je modifie la position de l'objet et j'appuie sur la touche K et je bloque. Donc je replace une clé d'animation en Location, Rotation, Scale. Voilà. Et là, ça repasse en fond jaune. Donc là, symbolisé dans la timeline par des petits losanges qui veulent dire que en frame 1, il y a une clé d'animation sur l'objet, et en frame 20, il y a une clé d'animation sur l'objet. Évidemment, comme là on ne le voit pas de manière précise, c'est un résumé. Donc on peut cliquer gauche. Alors c'est pas évident à voir. Hop. Complètement à gauche de la timeline, il y a un petit chevron, là, un petit signe supérieur. Donc, une espèce de flèche qui pointe vers la droite. Il faut bien placer le pointeur de la souris dessus. On clique gauche, hop, et on va développer une marge qui va nous montrer. Donc si je développe tout, voilà. Donc tout ce qui se passe au niveau des clés d'animation sur l'objet avec les différents canaux. Alors généralement, on ne travaille pas comme ça en animation pour la première phase d'animation.
Donc, généralement, on va travailler plutôt dans ce... voilà, avec ce genre de détails. C'est largement suffisant. Donc là, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Donc j'ai placé une clé d'animation en frame 1, j'ai bloqué. J'ai placé une clé d'animation en frame 20, j'ai bloqué. Donc là, si je clique gauche sur le curseur de la timeline et que je me déplace, donc je vais pouvoir regarder l'animation. Et je m'aperçois que entre la frame 1 et la frame 20, Blender est en train de calculer lui-même les différentes étapes entre ces deux positions, entre ces deux poses. Donc là, je rappelle, en frame 1, le cube a été placé de cette manière, et en frame 20, j'ai fait basculer pour faire une impression qu'il roule. Et entre les deux, Blender calcule automatiquement les différentes positions. Ce calcul s'appelle une interpolation. Donc une interpolation, c'est un terme qui va souvent revenir en animation, qui veut dire, par exemple, si je vous dis, est-ce que vous avez vérifié l'interpolation entre la frame 1 et la frame 20? Ou est-ce que vos interpolations sont bonnes? Ou est-ce que les interpolations sur tel canal est justifiée, ou il y en a besoin, il n'y en a pas besoin, etc. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que une interpolation, c'est forcément entre deux clés, une clé de départ, une clé d'arrivée, et tout ce qui se passe entre les deux, c'est une interpolation. Donc, une interpolation, donc maintenant qu'on a compris ce que c'est, va nous permettre donc, de pouvoir décomposer un mouvement, et c'est ce qui est recherché avec les logiciels 3D. Donc en 3D, on va faire en sorte que ce soit le logiciel qui travaille à notre place le plus possible. Alors parfois on aura des bons résultats, et parfois on aura des mauvais résultats. Et c'est là où entre en compte et en jeu les compétences et ce qu'on cherche comme savoir-faire auprès des animatrices et des animateurs pour corriger des choses qui vont ou qui ne vont pas. Donc là, maintenant qu'on a compris ça, on peut rembobiner. Et si on veut jouer l'animation automatiquement, j'appuie sur la barre espace. Voilà. Donc barre espace pour lire, barre espace pour arrêter. Donc c'est ce qu'on a fait une fonction toggle. Donc on va faire basculer l'état. On anime, on arrête, on anime, on arrête, on anime, on arrête. Donc là, comme il y a trop d'intervalles, là je vais mettre un intervalle end. Allez, je vais mettre plutôt 75 pour l'instant. Je rembobine, j'appuie sur barre espace. Donc quand le curseur de la timeline arrive à la fin, il repart au début. Donc ça c'est le comportement par défaut. Donc, de cette manière on peut remarquer et on peut observer, critiquer et voir un petit peu ce qui se passe avec notre système. Donc là si je fais un Alt Z, on va mieux voir ce qui se passe avec donc, le empty qui fait sa rotation et qui entraîne avec lui dans sa rotation le cube. Voilà. Donc n'hésitez pas à refaire cette manipulation plusieurs fois avant de passer à la suite. Donc, maintenant qu'on a compris donc, le système, on va faire une deuxième rotation. Donc pour faire une deuxième rotation, le mieux c'est que je me place déjà à la fin de la première rotation. Je vais faire un Shift A pour rajouter un nouveau empty de type arrow. Donc ce deuxième empty a le nom suivant, empty.001. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le placer pareil, de la même manière, sur la tranche du cube, en activant le snap. Je le recule. Je le place verticalement. Voilà, là c'est largement suffisant. Je désactive le snap. Et là, pareil, moi ce que je cherche à faire, c'est à faire tourner donc le nouveau empty pour que le cube suive. Alors attention, il y en a certains d'entre vous, surtout les débutants, qui vont se dire « Ah mais c'est simple, je vais parenter le cube au nouveau empty. » Bah non. Donc de bol, c'est pas comme ça qu'on fait. Donc là, ce qu'il faut savoir, c'est que le cube suit le premier empty. Et le deuxième empty, nous ce qu'on voudrait, c'est que il entraîne le tout
avec lui pour que ça suive. Vous pouvez faire le test. Si vous faites un parentage entre le cube et le deuxième empty, bah, en fait, vous allez casser le premier parentage. Et voici ce qui se passe. Voilà. Donc, en cassant le premier parentage, donc le cube, il dit, oh bah d'accord, bah, moi je retourne dans ma position d'origine. Et le pauvre empty, là, le premier empty, bah, il fait son animation, mais comme il n'entraîne plus à cause de la modification de parentage, il n'entraîne plus le cube, et bah, ça ne donne pas l'effet qu'on veut. Donc là, je vais faire des CTRL Z voilà, pour revenir voilà, à l'endroit où je voulais. Alors, ce qu'il fallait faire, tout simplement, bah, en fait, c'est sélectionner le premier empty en frame 20, qui va être l'enfant. Shift-clic gauche, je sélectionne le nouveau empty, qui va être le parent. CTRL-P, Object. Donc là, on commence à voir quelque chose de très particulier. Ici, là. Donc on commence à voir que le cube est enfant du premier empty, et le premier empty est enfant du deuxième empty. Donc là, il y a une hiérarchie en escalier, ou en branche, comme vous voulez, en branche unique, qui est en train de nous expliquer un petit peu le déroulé de la hiérarchie qui se produit entre les différents objets. Et là, bah, si je rembobine et que je regarde ce qui se passe, voilà ce que j'ai pour l'instant. Donc là, ce que je dois faire, donc en frame 20, donc je sélectionne une nouvelle empty, j'appuie sur la touche K, et là, je dois bloquer tout de suite sa position. Donc Location, Rotation, Scale. Puis, je passe à frame 40, voilà. Et là, bah, là, je vais refaire donc une rotation de moins 90 degrés. Attention au code couleur. Donc vert et orange, ça veut dire que Blender n'a pas enregistré ma nouvelle position. Donc je dois appuyer sur la touche K en frame 40 et je place une clé en Location, Rotation et Scale. Donc maintenant que j'ai placé mes clés, je rembobine et je regarde ce qui se passe. Tac et tac. Voilà, très bien. Alors, qu'est-ce qui se passe concrètement? Donc, je vais mettre en transparence. Donc là, bah, le premier empty. Alors je peux sélectionner les deux objets et regarder bah, ce qui se passe au niveau des clés d'animation. Voilà. Donc le premier empty, donc lui, il entraîne le cube. Et le deuxième empty, lui, il entraîne le premier empty. Donc par rapport à son point de pivot à lui. Donc dans un parentage, toutes les opérations se font par rapport au point de pivot à l'origine du parent. C'est pour ça que là, bah, y a tout qui tourne. Donc comme le cube est enfant du premier empty, et que le premier empty est enfant du deuxième empty, donc toutes les nouvelles opérations se font par rapport, bah, par exemple là, ici, là, en frame 40, donc translation, rotation, et même les scales. Tout se fait par rapport à l'origine du nouvel empty. Voilà. Donc maintenant qu'on a compris ça, bah, ça va aller très vite, et c'est très répétitif. Sauf que là, on va faire une variante. Alors pas tout de suite, on va refaire encore une rotation. Donc là, je refais en frame 40, attention, hein, je me place bien en frame 40, c'est-à-dire à la fin de la deuxième rotation, donc, première rotation, deuxième rotation, je me place bien sur cette frame-là, Shift A, empty, arrows, et donc là, je vais faire donc, mon snap, clac, puisque là, je veux refaire une rotation dans ce sens-là. Ok, donc là, c'est bien placé, je désactive le snap. Donc là, maintenant, je dois faire en sorte que le deuxième empty, c'est-à-dire celui-là, soit enfant du nouvel empty qui est là. Donc là, enfant, parent, CTRL P, Object. Donc je sélectionne le dernier empty tout seul,
j'appuie sur la touche K en frame 40, je place une clé d'animation. Je vais en frame 60, et je refais une rotation de moins 90. Je rappuie sur la touche K, et je replace une clé. Donc là, c'est très répétitif. Donc maintenant qu'on a compris, donc je rembobine, et je joue l'animation. Voilà. Donc là, en fait, c'est comme si on avait un tapis, avec plusieurs crans, et on fait rouler notre objet à l'intérieur. Donc chaque empty va servir de nouveaux points de pivot et va nous permettre de réaliser ce genre d'animation qui n'est pas du tout intuitive. Faire rouler un cube sur une surface, c'est un petit peu compliqué parfois, surtout pour les débutants. Il existe d'autres méthodes, mais ça c'est celle qui est la plus à la portée des débutants et à la portée de tous et de toutes. Donc entraînez-vous, refaites-le plusieurs fois avant de passer juste à la suite. Donc là, on va passer maintenant en faisant une rotation, donc en changeant de chemin. Voilà. Donc à la fin de la dernière rotation, moi ce que je voudrais maintenant, c'est que le cube, au lieu d'aller par là, il fasse, hop, il aille à droite. Donc là, il a roulé vers l'avant, pof, une fois, deux fois, trois fois. Et maintenant, ce que je voudrais, c'est que, hop, il aille vers la droite. Là, c'est exactement le même principe. Donc je me place sur la frame avec la dernière rotation. Shift A, Empty Arrows. Sauf que là, je vais placer le Empty là, sur cette tranche qui est ici. Donc pour ça, je réactive le Snap, Edge. Je place, donc là, hop, alors, je commence à me déplacer. Ah, j'ai pas activé le Snap. Voilà, ici. Ensuite là, verticalement, c'est déjà fait. Ah, par contre là, il faut que je le fasse également sur l'axe en rouge. Donc je clique gauche sur l'axe en rouge et je place le pointeur de la souris sur l'edge pour que ça vienne se coller. Alors la question qui vient souvent, c'est est-ce que là on a besoin de placer l'edge, enfin le empty au milieu, au centre? Non, on n'a pas besoin. Donc que le point de pivot soit là, ici ou même à l'extérieur. Donc maintenant que j'ai bien placé le point de pivot en tout cas sur la tranche, il peut être n'importe où. Donc là je vais désactiver le... Il peut être ici, il peut être au milieu, il peut être dans le coin, il peut être même à l'extérieur. De toute façon, moi ce que je vais faire après, c'est que je vais faire rouler, je vais faire une rotation dans ce sens du empty. Donc qu'il soit, à partir du moment où il est bien placé en fait sur l'axe symbolisé par la tranche, on a gagné. Bon allez, moi je vais le placer à peu près au milieu comme ça. Voilà. Et pareil, donc là je vais maintenant recréer le parentage. Donc pour faire le parentage, là dans le viewport ça commence à être un petit peu tendu parce qu'il commence à y avoir pas mal de monde. Hein. Donc là, moi ce que je vais faire, c'est que je vais faire plutôt dans l'outliner. Donc là je dois d'abord sélectionner l'enfant, puis le parent. Donc je sélectionne d'abord l'enfant, clic gauche sur le empty.002, et je fais un contrôle, clic gauche sur le empty.003. Alors, pourquoi est-ce que je fais un contrôle? Parce que dans l'outliner, le mode de sélection n'est pas le même que dans le viewport, faites attention. Hein. Donc si je fais un clic gauche, ensuite shift clic gauche, Blender, il me sélectionne tout ce qui est entre les deux. Et ça, c'est pas bon. Donc là, je sélectionne bien le empty, donc, qui est en haut de la hiérarchie pour le moment. Ensuite, contrôle clic gauche, je sélectionne le dernier empty, celui que je viens de placer. Je place le pointeur de la souris dans le viewport, CTRL P, et je clique sur donc, mode object. Je vérifie ici là, dans le système de hiérarchie. Oui, donc là, le cube est enfant du empty, le empty est enfant du empty 001, le empty 001 est enfant de empty 002, et empty 002 est enfant de empty 003. Oui, c'est bon. Donc, ça veut dire que si je sélectionne que... Alors attention, hein, il faut bien cliquer à l'extérieur et je sélectionne le dernier empty. Et là, si je fais ma rotation, voici ce qui se passe. Voilà, on a gagné. Alors, on a gagné, pas tout à fait. Attention, là, maintenant, il faut donc placer une clé d'animation, frame 60, dessus. Donc, j'appuie sur la touche K, Location, Rotation, Scale,
Et là, je vais en frame 80. Voilà. En frame 80, donc là, je fais ma rotation. Ok, c'est bon. La modification est faite. Je rappuie sur la touche K. Location, Rotation, Scale. Attention, là, je n'ai plus assez d'intervalle pour la lecture, parce que là, ça s'arrête à 75. Là, j'ai mis N 75. Donc, je vais mettre... Allez, je vais mettre 100. Donc là, je rembobine. J'appuie sur la barre espace. Je centre bien. Et je regarde ce qui se passe. Et voilà. Donc là, nous avons réalisé l'animation d'un cube qui roule sur lui-même, qui se déplace en roulant. Et on observe que pour réaliser cette animation, il faut bien comprendre cet enjeu de point de pivot, de création de points de pivot supplémentaires, de hiérarchie, des sélections, des positionnements des clés. Donc là, faites plusieurs rotations dans plusieurs sens différents pour valider que vous avez bien compris, afin de pouvoir vous entraîner et bien prendre en main les différents outils et mieux appréhender les techniques et les méthodes d'animation futures qui vont être beaucoup plus complexes. Donc ça, c'est un très bon exercice à faire, à refaire plein de fois. Donc je vous laisse là-dessus pour vous entraîner et faire plein d'autres rotations.